à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres qui reçoit pour vous une grande dame, écrivaine de son état, Madame Magui Bizouaza, une femme qui au jour le jour se confirme dans l'univers de la littérature congolaise. C'est avec elle que je vais m'entretenir autour de la littérature, autour de son œuvre et bien sûr autour de la femme en ce mois dédié à la femme. Je vous invite à la découvrir à travers cet élément. Juriste de formation et chargée des ressources humaines au Haut-Commissariat pour les réfugiés à Kinshasa, Magui Bizouaza Kibansa est écrivaine par passion. Une passion contractée depuis sa tendre enfance, une enfance passée au milieu de livres, en famille et à l'école. C'est donc par passion qu'elle a choisi la carrière d'écrivaine en dépit des difficultés rencontrées en tant que femme dans l'exercice de ce métier. Magui aime raconter des histoires inspirées du Congo profond. Son genre de prédilection, c'est la fiction. Une fiction nourrie par des faits des sociétés à travers des thèmes aussi diversifiés que la prostitution, la corruption, l'injustice sociale, les abus de pouvoir. En 2011, elle publie aux éditions Edil son premier roman, L'ombre des Okapis. Son deuxième roman, Requiem pour Andali, paraît en 2019 aux éditions Edil Livre. Son troisième roman est sur le point d'être publié. Elle a reçu la troisième mention spéciale de la fête du livre du prix Makomi grâce à son deuxième roman Requiem pour Andali à la clôture de la 7e édition de la fête du livre de Kinshasa le samedi 22 février 2020. Comptée parmi les femmes qui se donnent avec passion à l'écriture, Magui Bizouaza est cette femme qui, au jour le jour, se confirme comme écrivaine dans l'univers de la littérature en République démocratique du Congo et fait figure d'écrivaine modèle pour les générations futures. Invitée des Belles Lettres, Magui Bizouaza invite les jeunes à la lecture afin non seulement d'enrichir leur vocabulaire, mais aussi de découvrir le monde. Bonjour Madame Magui. Bonjour Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. Nous sommes honorés par votre présence qui va certainement illuminer cette émission. C'est moi qui suis honorée d'être là. Ouais. Comme première question, en fait, une femme qui aspire à la littérature, au savoir, est toujours suspecte. La littérature, pour vous, est-ce un moyen de vous affirmer en tant que femme ou est-ce un appel de fond? Bon, pour la première partie, je pense que je pourrais vous retourner la question. Pourquoi ce serait suspect qu'une femme qui aspire au savoir, à la littérature, devrait surprendre? Je pense que c'est quelque chose de normal, c'est égal à ce que peut ressentir un homme. Maintenant, pour moi, la littérature, c'est pas un moyen de m'affirmer. Je pense que je m'affirme par rapport à plusieurs points de ce que je suis, de ce que je fais. Mais la littérature, c'est juste une passion qui est venue comme ça depuis que j'étais très jeune. Et bon, c'est quelque chose que je mène parallèlement à ma vie professionnelle. Mais c'est pas, je ne pense pas que je m'affirme en étant écrivain ou romancière, mais plutôt en étant moi, femme, avec plusieurs autres facettes. D'où vous est venue cette passion pour la littérature? Oui, en fait, quand j'étais vraiment enfant, j'ai grandi dans un milieu où on avait le livre à tout. Enfin, j'ai grandi dans un environnement où vraiment le livre nous environnait. On avait, oui, à la maison. Et puis j'ai grandi, enfin, j'ai étudié dans des internats, dans des colonies. Et les seules activités, à part les jeux à l'extérieur, c'était la lecture. Et donc, j'ai vraiment grandi parmi les livres. Et bon, par rapport à d'autres enfants de la famille, moi, j'étais plus attirée vers le livre. Par exemple, quand les autres allaient jouer à la maison, moi, je préférais lire. Et j'ai lu plusieurs collections d'auteurs qui écrivaient pour les enfants. J'ai lu tout ce qu'il y avait sur la comtesse de Ségur, le Club des Cinq. Et donc, petit à petit, ça m'a façonné
ça m'a donné aussi le goût de l'écriture aussi. Donc voilà un peu de ces parties. Il y a des écrivains qui vous ont particulièrement marqué? Oui, il y en a un particulièrement qui m'a marqué, je pense, à vie, et c'est Jacques Roumain, qui a écrit Gouverneur de la Rosée. C'est un écrivain haïtien. Oui. Quand j'ai lu ce livre, je suis tombée amoureuse non seulement de toute l'histoire, mais aussi de l'auteur. Bon, il est mort depuis des années, je ne le connais pas, mais c'est une histoire qui m'a vraiment marquée et qui a même été... qui m'a beaucoup inspirée pour mon premier roman, L'ombre des Okapis. Et plus tard, j'ai découvert d'autres auteurs congolais. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, il s'agit de Gloire Pembi, qui a écrit Kimpa Vita. Oui. Et donc Kimpa Vita, la de Né-Congo, la Jeanne d'Arc du Royaume Congo. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est le seul livre que je connais de cet auteur-là. Je ne sais pas s'il écrit encore, j'ai perdu de vue, enfin je l'ai perdu de vue, mais ce sont voilà, deux auteurs que je retiens, à part les auteurs que j'ai lus quand j'étais enfant, mais c'est deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Et dernièrement, je suis en train de lire le livre de Eric Toumba. Eric Toumba, oui, qui a écrit Une vie après le Styx. Alors c'est un livre très fort, très magnifique. Je ne l'ai pas encore fini, mais je pense que voilà aussi un auteur qui va... Enfin, c'est plus l'histoire qui va me marquer, voilà. Quelle est la place de la lecture dans votre vie, dans la vie d'un homme? Bon, dans la vie d'un homme, généralement, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme technologie, Internet, les réseaux sociaux, les gens passent plus de temps, que ce soit les adultes hein, ou les plus jeunes, les gens passent plus de temps sur leur smartphone, en train de discuter, à passer des journées entières à discuter ou même à chercher des informations. Moi, par exemple, je me retrouve à passer 2 heures en train de chercher des informations sur le coronavirus, mais ce sont 2 heures que je pourrais mettre à profit pour la lecture. Donc voilà, avec les activités, on perd un peu le goût de la lecture, mais je pense que la lecture, c'est ce qui nous permet d'apprendre, hein, d'apprendre non seulement des mots, mais aussi des histoires. C'est une découverte de mondes qui ont été créés ou bien reflétés par d'autres auteurs. Donc pour moi, la littérature doit être une richesse. Et heureusement aussi, on a maintenant nous avons des livres électroniques. Donc je pense que, mais ça n'attire toujours pas encore l'attention. Même en étant électronique, l'engouement, ça n'attire pas encore l'engouement auprès des jeunes ou même des plus adultes. Hein. Et donc voilà, la lecture. Mais je pense que ça c'est un problème mondial, c'est pas que congolais. Mais je pense qu'il faudrait par exemple que nous ou vous qui animez de telles émissions, qu'on puisse sensibiliser les jeunes. Je sais qu'il y a des milieux où des enfants n'ont jamais tenu un livre entre leurs mains. On en a fait l'expérience dernièrement, hein, lors d'une activité de la fête du livre. Oui. Il y a des auteurs qui sont allés à Kinkole et ils ont rencontré des enfants qui n'avaient jamais tenu de livre entre leurs mains. Et ça, c'est à Kinshasa. Alors on imagine la situation à l'intérieur du pays, dans mon Kwilu natal, ça doit être... c'est vrai qu'il y a les églises des religieux, mais maintenant, est-ce que les bibliothèques sont aussi fournies qu'on le souhaiterait? Donc je pense que pour moi, la littérature, elle a encore la lecture, elle a de l'avenir dans un pays comme le Congo, parce qu'il y a des coins où les enfants n'ont pas encore eu à côtoyer la lecture. Donc si nous, on va vers ces enfants-là, pour leur apporter le livre, je pense que la lecture prendra encore de la hauteur. S'il vous était demandé de choisir entre le livre électronique et les livres en dur, le papier? Malheureusement pour l'environnement, c'est le livre papier. Le livre en dur, j'aime beaucoup pouvoir avoir un livre entre les mains, feuilleter les pages. Enfin, peut-être les jeunes préféreront une version électronique, mais moi je suis encore attachée à la version en dur. Et bon, c'est pas bon pour les arbres, mais je préfère la version en dur. Être compté parmi les femmes qui se donnent à l'écriture en RDC, Oui. Est-ce pour vous une chance, une grâce? On peut parler des deux à la fois, c'est une chance et une grâce.
j'ai suivi votre émission avec Yvette, avec Yolande plutôt, Oui. et elle a relevé ce fait. Hein. Il y a beaucoup de jeunes filles, de femmes qui écrivent. Oui. Maintenant, le problème, c'est de publier. Et moi, c'est la grâce et la chance de pouvoir travailler qui me permet de publier. Parce que moi, par exemple, je publie à compte d'auteur. Oui. Et donc, je prends tout en charge. Mais le monde de l'édition est très, très difficile en ce moment. Et même en Occident, c'est toujours pas évident de pouvoir trouver des maisons d'édition qui peuvent publier les écrits. Hein. Donc, c'est particulièrement difficile ici au Congo avec la conjoncture actuelle. Et donc, mais j'ai rencontré des maisons d'édition, je ne sais pas si je peux les citer, il y a les éditions Mabiki et les éditions Nzoï. Enfin, je les ai rencontrées, enfin, j'en ai entendu parler lors de la fête du livre. Je pense que ce sont des maisons d'édition qui publient sur place. Oui. Pas vraiment sur place, mais qui publient congolais. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les jeunes filles, hein, les jeunes femmes qui écrivent. Mais faut-il encore que l'information leur parvienne? Moi, je suis dans le monde littéraire, mais je ne connaissais pas l'existence de ces deux maisons d'édition. Mais je pense qu'il faut que cette information parvienne aux jeunes filles, aux femmes qui veulent écrire pour qu'il y ait davantage de publications. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent, il y a beaucoup de jeunes filles qui écrivent. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Et je pense que même dans les provinces, parce qu'écrire, ça passe d'abord d'un sentiment intérieur et on souhaite le mettre par écrit. Et ça, même dans les villages, je pense qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont ce sentiment-là, qui ressentent une douleur, une joie et qui souhaitent l'écrire. Maintenant, il faut que les maisons d'édition aillent vers ces femmes-là, qu'elles aient l'information. Et vous verrez, peut-être quand les choses iront mieux pour notre pays, vous verrez, c'est peut-être les hommes qu'on cherchera. Mais il y a quand même cette vocation-là, mais c'est juste le contexte actuel qui est très difficile pour publier. Et moi, sans mon travail, je ne pense pas que j'aurais pu, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être j'aurais connu aussi ces difficultés-là. Peut-être je ne serais pas là devant vous aujourd'hui avec un livre. Pour revenir à l'acte littéraire, qu'est-ce que vous aimez dans l'acte d'écrire? Quel plaisir éprouvez-vous quand vous écrivez? Oui, bon, d'abord, si j'ai une idée ou bien j'ai une inspiration et que je le mets par écrit, j'oublie tout en fait. Pour quelques instants, pour quelques heures, j'oublie tout ce qui est autour de moi. Je suis dans un monde que moi je crée avec des personnages que j'ai créés, je suis avec eux, je partage leurs peines, leurs douleurs, leurs joies et je vis avec ce monde-là. Et je me sens en paix en fait, j'oublie les tracas quotidiens, mais c'est juste pendant les quelques heures où je me mets à écrire. Donc pour moi c'est vraiment un havre de paix quand j'écris, même quand j'écris des histoires difficiles où il y a des pleurs, mais personnellement, pour moi ça m'emmène de la paix, je pense de la joie, et puis je suis vraiment emportée, hein. Je suis comme dans un autre monde. Donc, enfin, je ne vois plus tout ce qui est autour de moi. Et je vis dans un autre monde où il y a des personnages et j'essaie... Des personnages que vous créez. Voilà, que je crée. Vous êtes un peu comme Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas comme Dieu. Oui. Mais je crée des personnages et j'essaie... Parfois, il y a des situations qui arrivent à ces personnages que je déplore. Mais pour la trame de l'histoire, je suis obligée d'en arriver là. Donc, c'est quelque part aussi où je peux me réfugier. Peut-être moi maintenant, mais quand j'étais enfant, je me réfugiais vraiment dans l'écriture. Moi, j'ai grandi dans une famille assez pauvre, hein, donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Mais quand j'étais dans le monde de l'écriture, je me réfugiais là-dedans et tout ce qu'il y avait autour de moi, vraiment, ça n'existait plus. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit quand j'étais enfant. Pour moi, c'était me réfugier et fuir un peu les réalités de la vie environnante. Peut-être moi maintenant, mais plus quand j'étais enfant. Pour moi, le livre, l'acte d'écrire, c'est un refuge en fait pour moi. C'est vraiment un refuge et un havre de paix où je me retrouve, hein, où je suis vraiment moi. Pour vous, la littérature, c'est un refuge. Oui, c'est l'acte d'écrire. Pas d'avoir de l'emprise sur le réel. Pas avoir de l'emprise. L'acte d'écrire plutôt, c'est un refuge. Oui. L'emprise, pas avoir l'emprise sur le réel, mais plutôt
fuir un peu les difficultés, enfin l'environnement. Par exemple, là, je suis en train de préparer mon 3e manuscrit. J'oublie un peu le coronavirus, j'oublie la pression au travail, la pression de la famille, les difficultés ambiantes. Hein, j'oublie vraiment et je suis plongée dans l'écriture. C'est pas avoir de l'emprise sur la réalité, mais c'est fuir un peu la réalité. Mais comme je le dis, hein, c'est juste quelques moments et donc la réalité, elle nous rattrape bien rapidement. Dès que je finis d'écrire, elle est là, la réalité, elle revient, elle reprend sa place. Donc c'est juste quelques minutes, quelques moments, quelques heures où je m'échappe, mais après, je suis vite rattrapée. Est-ce qu'on ne se réfugie pas dans cet acte d'écrire pour avoir une vision un peu plus claire sur le monde et sur la société? Bon, la vision, je pense que la vision de la société, je l'ai et j'essaie plutôt, en fait, quand j'écris, j'essaie, il y a quand même des bribes de réalité, hein, je ne m'échappe pas totalement. Je parle par exemple des difficultés de transport, des jeunes filles, de la situation à l'aéroport, c'est des faits réels que je reprends dans les écrits. Maintenant, c'est plutôt à travers la lecture d'autres auteurs où moi, j'acquiers une autre vision. Par exemple, j'ai lu le récit des femmes de Pacadjouma, d'une jeune femme qui s'appelle Ange Kassogo. Et voilà, pour moi, c'est une autre vision de Pacadjouma. Je ne suis jamais allée à Pacadjouma, mais c'est juste les on-dit sur ce quartier. Pacadjouma, c'est quoi en fait? Pacadjouma, c'est un quartier. Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Oh, mais je vais vous apprendre. C'est un quartier de Kinshasa, c'est un coin de Kinshasa où, soi-disant, il y a les prostituées, les refoulés de Brazzaville qu'on n'a pas su réinsérer et qui sont retrouvés là. Donc, vraiment, le siège du bordel. Mais en lisant... Ça existe quelque part? Ça existe à Kinshasa. Non, ça existe vers Baramoto. Baramoto, je pense que vos collègues ici... Là, vous m'apprenez des choses. Oui, voilà. Et je ne suis jamais allée... Je suis déjà passée devant Pacadjouma, c'est vers Baramoto, mais je ne suis jamais entrée au camp même. Mais rien que la lecture du récit de cette jeune fille m'a fait voir les choses autrement. Pour l'instant, on a une idée négative, une idée négative avec des... Comment dire? On a une négative de cet endroit. Mais la lecture de ce récit, parce qu'elle-même elle le dit, hein, c'est un récit, c'est des témoignages de femmes qui vivent là-bas. Alors on découvre qu'il y a des étudiantes qui vivent là-bas, des femmes étudiantes, des infirmières, des femmes maraîchères, que Pacadjouma, c'est pas que un lieu de bordel, c'est aussi un lieu où il y a des femmes qui essaient de s'en sortir par des manières assez nobles. Et donc voilà, moi c'est la lecture d'autres auteurs qui me permet plutôt d'avoir une autre vision de la vie, d'essayer de voir un peu comment donc, les femmes de Pacadjouma, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vos œuvres véhiculent quand même une certaine vision aussi, une certaine vision de la vie. Tu montres le monde tel que vous voudrez qu'il soit. Non, pas le monde tel que je voudrais qu'il soit, mais je raconte plutôt des faits de société. Et après, l'imagination fait le reste, mais je me base énormément sur les faits de société. Le premier roman, dont le titre est L'ombre des Okapis, raconte l'histoire de deux jeunes filles qui vivent au village et dont l'une décide d'aller en ville pour s'en sortir, parce qu'il n'y a rien, comme on le sait, il n'y a rien dans le village pour retenir les jeunes. Donc elle vient à Kinshasa. Malheureusement, ça ne se passe pas comme elle le souhaitait et elle est obligée de se prostituer pour s'en sortir. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille et sa jumelle qui est restée au village, elle qui essaie de s'en sortir dans un milieu où il n'y a absolument rien, mais qu'il faut rester là-bas. Et donc c'est juste des histoires, en fait c'est des faits de société que je raconte. Dans le deuxième ouvrage, Requiem pour Andali, c'est toujours dans le village, mais c'est plutôt l'histoire d'une famille qui a été longtemps brimée par tout un village parce qu'il y avait un politicien tout puissant qui avait été assassiné. Et donc voilà, c'est des faits de société que je raconte en fait dans mes livres. Pour Yolande Elébé, le thème de prédilection
à travers toute son œuvre, c'est la femme. La femme, oui. Qui constitue aussi un des piliers de son écriture. Oui, oui. Pour vous, ce n'est pas le cas? Non, je ne suis pas focalisée sur la femme. C'est vrai que les personnages principaux de mes 2 romans sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont très forts, enfin qui ont des rôles très forts dans mes ouvrages. Moi, je parle des faits de société, par exemple, sans m'attacher vraiment à l'aspect femme. Pourquoi vous avez opté pour le roman, pour vous exprimer en tant qu'écrivaine? Pourquoi pas la poésie, le théâtre, l'essai? Bon. C'est comme je l'ai dit, hein, en fait, j'ai été bercée par les livres dès ma plus jeune enfance. Et donc, c'est naturellement que l'envie d'écrire des histoires aussi est venue. Donc, peut-être que si j'avais été élevée dans un monde de poésie, je me serais tournée vers la poésie ou même le théâtre, mais c'est vraiment vers les romans policiers d'enfants dans ce monde-là que j'ai évolué. Et donc, pour moi, je devais aussi faire la même chose. Et comme j'avais une imagination, j'ai toujours une imagination très débordante, j'ai des histoires à raconter. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis orientée tout naturellement vers le roman plutôt que le théâtre ou la poésie. Vous voulez dire qu'en vous, il n'y a aucune once de poésie, puisqu'on dit que tout homme est poète dans une certaine mesure. Bon, la poésie. En fait, la poésie, pour moi, je trouve que c'est très difficile hein, de rester dans la poésie. C'est vrai que c'est des textes plus courts que les romans, mais il faut une certaine force pour exprimer des mots qui chantent, en fait, qui sont rythmés. Et ça, je n'ai pas cette fibre-là. Par exemple, il y a des poètes qui expriment la douleur, qui n'expriment que la douleur dans leurs écrits, ou bien la plupart des poètes, je pense, chantent l'amour envers la femme, ou bien même envers l'homme, ou bien envers la nature. Mais je n'ai pas cette fibre-là. Vous n'avez pas cette sensibilité à la poésie? Contempler un coucher de soleil, une fleur. Et puis me mettre à écrire. Non, juste contempler, admirer, apprécier. Je pense que chaque être humain, et surtout les femmes, moi en tant que femme, bien sûr, je m'extasie de voir la beauté. Par exemple, je sais voir la beauté dans des paysages. Par exemple, si je voyage par route, je m'extasie de voir certaines beautés des paysages qui s'offrent à nous, de la nature, d'un coucher de soleil. Mais ça ne me donne pas... On a peut-être l'âme de poète, mais ça ne me donne pas l'envie de mettre à écrire. Que voilà. Non, je ne veux pas insister sur l'écriture. Mais votre appréhension de la beauté... Tout à fait, si. À travers de mots d'amour qu'un homme vous adresse, par exemple. Bon, si un homme me fait trop de mots, je dis, mais il faut arrêter ça. Pourquoi? Je dis, ça c'est quoi? Bon, si un homme me fait des déclarations sous forme de poésie, je l'arrête tout de suite. Je dis, mais ça c'est des aventures, il faut arrêter. Faut aller et s'il est sincère dans ses propos? Bon, je vais juste sourire. Je ne suis pas sensible à de telles déclarations. Je ne suis pas très sensible. Mais la beauté autour de soi, oui. Je pense que si ce n'est que ça, oui. Peut-être j'ai une once de poésie, mais maintenant, l'exprimer, être sensible, oui. Je suis sensible quand un homme faire des déclarations de poésie, non, ça... Je sais, peut-être je suis de la vieille école, je suis arriérée, mais... Non, vous voulez me dire que vous n'avez jamais été sensible aux mots poétiques depuis votre tendre enfance jusqu'à maintenant? Si, bien sûr. Il y a des très beaux poèmes, hein, mais je ne sais pas vous dire lesquels, je ne suis pas très poésie. Oui. Et il y a les premiers poèmes auxquels on a fait face, c'est quand on était à l'école, et malheureusement c'était, je ne sais pas, l'Albatros. De Baudelaire. Oui, de Baudelaire. Et je ne sais pas si c'est le professeur, mais nous n'avions absolument rien compris. Et donc, je pense que c'est parti de là
on a été dégoûté par les poésies. Je pense que c'est parti de là. Mais j'ai relu l'Albatros plus tard, en étant adulte. C'est très beau, c'est magnifique. Mais ça s'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Par contre, il y a des hommes, vous êtes poètes, hein? Il y a des hommes qui sont des poètes, qui sont vraiment sensibles aux mots, qui expriment des sentiments. Ça peut être la douleur, la haine, l'amour. Moi, je respecte ça, mais voilà, mon rapport à la poésie, je ne sais pas si... je n'ai pas très fort. Ok. Ouais. L'ombre des Okapis, c'est votre premier roman. Oui, le premier roman plutôt. Pourquoi ce titre-là, L'ombre des Okapis? Les Okapis, voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est l'histoire de deux jumelles. Oui. Et donc, une est restée au village, l'autre est arrivée à Kinshasa. Et celle qui est arrivée à Kinshasa, elle avait de l'ascendance, de l'emprise sur celle qui était restée au village. Donc, c'était quelqu'un qui vivait dans l'ombre de sa jumelle. Oui. Et l'Okapi, j'ai essayé de lire un peu les caractéristiques de cet animal. Et en fait, c'est un animal qui est très discret et qu'on arrive difficilement à suivre. Il faut vraiment suivre ses traces pour le retrouver. Et donc, c'est vraiment les caractéristiques de l'une des jumelles qui était difficile à suivre et qui est obligée de vivre dans l'ombre de sa sœur. Mais par contre, elle a fait des merveilleuses choses tout en restant au village, mais dans la discrétion. Et l'Okapi, bon, c'est l'animal qu'on retrouve qu'au Congo. Pour moi, c'est aussi une manière de rendre hommage à cet animal qu'on ne retrouve qu'au Congo. Donc, parallèlement, c'était aussi ça. Et Requiem pour Andali. Qui est Andali? Andali, c'est le méchant du livre. C'est le vilain de mon second roman. Bon, c'est un vieil homme en fait, Oui. qui a attiré, qui a amené tout un village à aller massacrer une famille pour venger la mort de son ami, croyant que c'était cette famille-là qui était à l'origine de la mort de son ami, un tout-puissant politicien. Oui. Et donc, cette histoire va le suivre toute sa vie, mais par contre, il voudra toujours en finir avec les enfants de cette famille hein, qui avait été massacrée. Et malheureusement pour lui, au fil des pages, hein, vous allez découvrir, les faits ne seront pas ce qu'il pensait être. Et donc Requiem, quand on fait les messes de Requiem, c'est pour le repos de l'âme. Donc oui. Voilà. C'est en fait faisant une messe de repos pour Andali qui va se retrouver dans une situation vraiment désagréable. Hein. Et donc voilà, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est vraiment d'avoir du repos pour son âme. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de Requiem pour Andali? Requiem pour Andali. Moi, j'écris des histoires, en fait. Je raconte des histoires par rapport à l'imagination, par rapport à l'inspiration que j'ai autour de moi. Mais je ne suis pas dans la catégorie des personnes ou d'auteurs qui donnent des leçons ou bien qui disent bah là, il y a des leçons à tirer. Maintenant, c'est à chacun, en fait, en lisant ce roman ou bien l'histoire de tirer des leçons. Mais le second livre parle beaucoup de résilience. Donc voilà, la résilience, je l'ai répété à plusieurs reprises, hein, c'est quelque chose qui caractérise le peuple congolais. Malgré toutes les difficultés de la vie, le peuple est résilient, les gens sont toujours là et voilà, c'est l'une des caractéristiques. Mais les leçons à tirer, je laisse toujours à chaque auteur de pouvoir tirer quelque chose de la lecture de cet ouvrage-là. Je peux dire par là que vous êtes partisane de l'art pour l'art, pas l'art pour autre chose. La littérature doit viser d'abord la beauté. Oui, il y a de la beauté, justement. Mais pas la vérité. Non, c'est pas l'art pour l'art. Oui. Je raconte des histoires, je pense, moi, j'apprécie beaucoup ce que j'écris. Et donc, je pense que ce sont des belles histoires, c'est des beaux récits. Et je pense que les gens, je préfère que les gens tirent eux-mêmes des leçons de la lecture de mes ouvrages. Par exemple, le premier roman, je vous l'ai dit, c'est des jeunes, c'est pas seulement la jumelle, mais il y a aussi un jeune qui est obligé de tout abandonner pour aller en ville. Et ça, c'est des faits qu'on vit. Parfois, nos villages sont en train de se dépeupler.
Et jusqu'à présent, Kinshasa est saturé parce que tout le monde veut venir à Kinshasa, alors qu'il n'y a rien à Kinshasa. Mais ce n'est pas à moi à dire aux jeunes, non, restez dans vos villages, il n'y a rien à Kinshasa, je ne pense pas. Donc moi, je ne donne pas de leçons, mais c'est des histoires que je raconte, c'est des faits. C'est à nos dirigeants, je pense. C'est vrai qu'ils disent chaque fois, aidez-vous, et après on va vous aider, mais on va s'aider avec quoi? Il n'y a rien il y a rien dans les villages, il n'y a absolument rien pour retenir ces jeunes-là. On me dit qu'il y a les champs, mais les champs sont saturés. Moi, j'ai un neveu qui est agronome qui me dit que la terre, par exemple, chez nous, elle ne doit plus parce qu'elle a été traitée de la même manière pendant des années. Et voilà, on parle de malnutrition dans quelques villages, alors que c'est vraiment aberrant. Donc, je pense que c'est quand même aux autorités à accompagner ces gens-là. Mais ce n'est pas à moi à dire aux jeunes, restez là-bas, c'est saturé à Kinshasa, ou bien dire aux gens de Kinshasa, restez à Kinshasa, n'allez pas en Europe, vous n'y trouverez rien. Je raconte des faits quand même qui sont réels, et voilà, s'il y a des messages, c'est peut-être à l'endroit des dirigeants, parce que je pense que c'est à eux de faire quelque chose. On nous répète tous les jours qu'il faut nous aider, que c'est difficile, il y a tout à refaire, mais on va s'aider avec quoi? Parce qu'on veut bien commencer quelque chose, des petits commerces, mais il faut bien commencer avec quelque chose. Les gens étudient. Je m'excuse, je parle beaucoup du culot, mais chez nous, les gens aiment étudier, les gens vont dans les universités. Oui. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur diplôme s'ils n'ont rien? Même s'ils étudient l'entrepreneuriat, il faut commencer avec quelque chose. Il faut des structures, il faut qu'il y ait des structures pour pouvoir leur faire des prêts pour commencer des petites affaires. Mais s'il n'y a rien, vous voyez, on ne peut pas... Moi, par exemple, je dis, si la personne veut aller à Kinshasa, laissez-la venir à Kinshasa, elle va être déchantée, mais au moins elle aura essayé quelque chose. Si une personne veut aller en Europe, traverser les océans, laissez-les aller, ils vont essayer. Mais s'il y a un message, c'est à nos dirigeants, mais je ne pense pas qu'ils vont lire mes romans. Non, c'est ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce message atteigne les dirigeants? Bon, j'espère qu'ils vont regarder les émissions. Parce que moi, chaque fois que j'essaie de parler, je leur adresse toujours un message, surtout au ministère de la Jeunesse, de la Culture déjà, oui, pour essayer vraiment de nous aider. La culture, bon, elle est plus focalisée sur la musique, ou les comédies, le théâtre, les comédies et tout, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la littérature qui est très forte. Et la culture, c'est l'âme même d'un pays. Donc je pense qu'il faut diversifier. Il faut aussi avoir une vue sur la littérature, aller dans tous ces coins, reculer. Malheureusement, ce n'est pas que Kinshasa, le pays est grand, il faut y aller. Maintenant, il y a aussi le ministère de la Jeunesse et tout, pour essayer d'aider les jeunes. Bon, après... ils doivent faire leur travail en fait. Et il faut qu'il y ait des structures qui puissent financer des activités et même faire des prêts pour des activités génératrices de revenus. Et je pense que ça va aller. Donc voilà, je pense qu'ils suivent les émissions quand même. Okay. Qu'est-ce que la littérature a apporté dans votre vie? La littérature, elle m'a apporté le savoir, d'abord. Oui, le savoir. Oui. Le savoir. Et puis, comme je le disais, une sorte de paix. Mais cette paix-là, malheureusement, parfois, elle est éphémère. Pas parfois, elle est éphémère. Elle est vraiment éphémère parce que c'est une paix que je ne ressens que lorsque je lis. Et dès qu'on ferme le livre, les problèmes reprennent le dessus. Mais ça m'a apporté je suis fière quand même d'être dans le monde de la littérature. Je pense que c'est un domaine qui est profond et qu'il faut porter haut. Et donc voilà, je ne dirais pas que je me sens affermie parce que j'ai dit au début que ce n'est pas la littérature qui fait que je me sens affermie. Mais je pense que c'est un plus pour moi, c'est un avantage pour moi que j'ai d'être active dans le monde de la littérature, pas seulement lire et tout, mais pouvoir écrire aussi, participer. Je crois que c'est ça surtout que ça m'a apporté. Mais, et pas une certaine jouissance? Bon, jouissance, je ne sais pas, je parlais plutôt de paix. Jouissance... Je parlerai plutôt de... Par rapport au monde, l'agencement de monde, quand on trouve une belle structure là, on jouit, oui, ça trouvaille. Voilà, parfois. Alors, quand j'étais plus jeune, je lisais énormément. Alors, je maîtrisais le français, mais... terriblement. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les jeunes lisent, parce que ça permet d'apprendre des mots et tout.
Alors parfois quand je me relis, je dis ça c'est moi qui ai écrit ça. Je dis mais voilà, donc ça va. Mais je pense que il faut que de plus en plus que les femmes, bon moi je suis une femme et puis on est le mois de mars, je ne vais pas parler pour les hommes, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes qui écrivent, qui se fassent découvrir. Parce que généralement quand on parle du Congo, c'est toujours en termes négatifs. C'est vrai qu'on est, je crois, le premier ou le deuxième pays francophone au monde, mais quand les micros passent, c'est toujours, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais ils passent toujours chez des gens qui ne maîtrisent pas la langue. Alors qu'on a, non, ce pays est d'une richesse énorme. Moi, j'ai rencontré des jeunes, mais qui maîtrisent le français. Malheureusement, ce n'est pas notre langue, mais bon, on n'a pas le choix. C'est notre langue officielle, on est dedans. Ça, c'est quelque chose, c'est pas un combat qu'on va mener. Mais je pense qu'il faut qu'on leur donne plus la parole. Il faut qu'on aille vers ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes qui écrivent, qui sont dans le monde de la littérature, même sans publier, mais qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes filles. Moi, j'ai des enfants d'une collègue, des filles, qui écrivent. Elles se débrouillent. Je crois qu'il y a des plateformes en ligne où je pense que les jeunes peuvent envoyer leurs manuscrits. Et je dis souvent aux jeunes que je rencontre d'essayer de chercher sur Internet. Moi, je suis tombée sur des concours. Par exemple, même il y avait un concours quand j'étais à l'université, prix du jeune écrivain francophone. C'est des choses comme ça où il faut chercher à percer. Et il faut vraiment que la femme, que la jeune fille s'exprime de plus en plus dans le monde de la littérature. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes qui veulent se lancer dans cette aventure de l'écriture? Voilà, alors ça va être peut-être les jeunes filles, les jeunes femmes, de ne pas, vraiment de ne pas abandonner. C'est très dur, je ne vais pas leur faire miroiter le rêve. Je ne pense pas qu'on vit du livre actuellement, on ne vit pas du livre. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit que lui, il vit du livre. Alors, pour moi, c'était quand même extraordinaire. Il m'a expliqué. Un Congolais qui s'appelle Ngombo. C'est un fabuliste. Il a écrit des fables. Je l'ai rencontré aussi lors de la... Mais il dit, enfin, je ne sais pas si... Il m'a dit qu'il arrive à vivre du livre parce qu'il a tout abandonné. Il ne fait que ça. Et il essaie d'adapter la vente du livre au modèle congolais, pas à l'environnement congolais, en fait, pas au modèle, mais à l'environnement, pas en allant dans les bibliothèques, laisser le livre. Les gens n'iront pas dans les bibliothèques, mais les gens, il faut aller vers eux, c'est ce qu'il fait, il fait ça. Mais de manière générale, on ne vit pas du livre, donc, mais c'est un rêve qu'on réalise. Et moi, les jeunes que j'ai pu rencontrer, pas beaucoup malheureusement, mais je pense qu'à travers cette émission, je peux m'adresser à plusieurs jeunes filles, jeunes femmes. C'est qu'il ne faut pas abandonner ce rêve-là. Si vous sentez que vous avez la passion de l'écriture, il faut y aller. Moi, j'ai attendu longtemps pour publier mes romans. J'ai commencé à écrire quand j'étais enfant, mais des histoires assez structurées, matures, quand j'étais à l'université. Et moi, j'ai commencé l'université enfin, quand j'étais en 97 et tout ça. Et mon premier roman n'a été publié qu'en 2011. Donc, vous voyez, c'est des manuscrits que j'ai écrits quand j'étais à l'université, 97, 98, que j'ai fini en 2002. Mais mon premier manuscrit, je n'ai pu le publier qu'en 2011. Le deuxième, alors qu'ils sont prêts depuis des années, je l'ai publié l'année passée. Et le troisième, je suis en train de le revoir pour le publier, si pas cette année, l'année prochaine. Mais, donc voilà, il faut beaucoup de persévérance aussi. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Et même l'écriture, publier un livre n'est pas facile. Mais trouver des maisons d'édition, il y a plus d'opportunités maintenant. Moi, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas beaucoup. Et nous, on a vu arriver Internet. Donc avant Internet, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas moyen de contacter des maisons d'édition. Mais dès qu'il y a eu Internet, on a eu accès au monde entier. Et maintenant, il fallait trouver des maisons d'édition en mesure de publier. Et avec les années, on a découvert les maisons d'édition à compte d'auteur. Ce n'est pas l'idéal. On voudrait tous être publiés comme nos premiers écrivains africains qu'on connaissait partout, leur présence africaine. Et puis, on aimerait tous être publiés comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et donc, parfois, il faut pousser les portes. Vraiment, il faut être créatif, inventif, mais vraiment, juste de ne pas abandonner et que c'est une richesse, en fait. Donc, vraiment, de ne pas abandonner malgré tout ce qui peut se passer autour de soi.
Je suis persuadée que les choses iront mieux pour ce pays. Peut-être que nous, on ne sera plus là. Mais bon, je suis persuadée que ça ira mieux. Et voilà, le monde de la littérature a vraiment un bel avenir au Congo. Peut-être pas ailleurs, mais au Congo, oui. Parce que le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Et il y a des coins de ce pays où il faut amener le livre. Et vous allez voir, ça sera... J'espère quand même si je suis vieille, quand même voir les prémices de cela. Oui. Mais le livre a un bel avenir. Et ce bel avenir, c'est les jeunes filles, c'est les jeunes femmes d'aujourd'hui, de demain, qui vont créer cet avenir-là pour le livre. Donc vraiment de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Okay. Vous faites autre chose en dehors de l'écriture, à part l'écriture? Bien sûr, je ne suis pas ce fabuliste-là, je ne lis pas de livres. Mais qu'est-ce que vous faites pour concilier votre travail d'écriture et votre travail actuel? Alors, comme je l'ai dit, la plupart de mes manuscrits, heureusement pour moi, je les ai écrits quand j'étais à l'université. Alors, je vous ai dit en dehors de l'émission que moi, quand j'ai commencé les études, on a tout connu. Hein, l'AFDEL, on a arrêté l'école, les études. Alors, les professeurs, ils grévaient pendant des mois. À un moment, on nous a fait croire que les catholiques allaient reprendre la gestion de l'université de Kinshasa. Donc, on est resté de janvier à septembre pour qu'on reprenne l'année normale. Les catholiques n'ont jamais repris l'université. Donc, on se retrouvait... on avait des années blanches. Moi, j'ai connu deux années blanches. J'ai commencé en 97. J'ai fini en 2002. Je vous assure, je n'ai jamais repris de classe. 97 à 2002. Officiellement, plus de 10 ans. Avec 2 années blanches et des années élastiques. Mais parce qu'il y avait trop, chaque année, il y avait des grèves, il y avait toujours quelque chose. Et voilà, j'ai mis à contribution cette période de creux pour écrire. C'est pendant cette période que j'ai vraiment produit des manuscrits. Et aujourd'hui, si je publie, ce sont mes manuscrits que j'ai écrits pendant cette période-là. Tout ce que je fais, par exemple, quand je prends des vacances, j'essaie de revoir, parce qu'il faut actualiser, c'est des choses que j'ai écrites en 97, il y avait, Mobutu n'est plus là, oui. Donc voilà, il faut réactualiser l'environnement, parce que comme je dis, j'écris des faits de société, et donc je dois m'adapter à l'environnement actuel. Donc voilà, c'est des choses, j'essaie d'adapter, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je le fais par exemple en un mois pendant les vacances, et voilà, donc j'arrive à concilier comme ça, mais je pense que quand on a une passion, on arrive toujours. Yolande l'a dit, hein, quand elle est passée ici, pour la femme c'est un peu plus difficile, et je le dis, parce que la femme elle a d'autres activités en dehors de son travail, donc à la maison il faut faire autre chose, mais je pense que il y a des femmes qui écrivent, donc on arrive à... C'est une passion, donc pour la passion, moi je vous assure, il y a des moments où je reste éveillée la nuit pour écrire. Par exemple, là, je suis sur mon 3e roman, mais il m'arrive de passer des nuits entières à écrire. Et voilà, c'est vraiment une passion. La littérature, c'est ma vie. Donc voilà, si vous avez cette passion-là, il faut le faire par passion, pas par... Je pense que toutes les femmes qui écrivent, c'est par passion. Je n'ai pas encore rencontré de femmes ou de jeunes femmes qui écrivent juste pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien parce que ce sera une corvée. Et une passion, vous pouvez faire des nuits sans dormir, et moi parfois j'entends le coq chanter ou les oiseaux chanter et il est 3 h du matin, je suis en train d'écrire et voilà, je suis emportée dans mes histoires, et tant que c'est la passion, on arrivera à concilier. Tant que ça reste une passion, on arrivera, et pour moi c'est une passion, donc je me dis toujours, jusqu'au jour où je vais percer, je vais laisser tomber mon travail et je ne vivrai que pour le livre, mais c'est vraiment une passion, donc j'arrive à concilier les deux, j'arrive vraiment à le faire. Et que dire à ceux qui écrivent pour gagner de l'argent? Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, parce que même j'avais envoyé un de mes manuscrits à des grandes maisons d'édition, et j'ai pu échanger avec ceux qui disent, mais ils reçoivent des milliers de manuscrits par mois, mais des milliers. Ils n'ont même pas le temps de lire. Donc, même dans le monde occidental, ce n'est pas tout le monde qui gagne sa vie en écrivant. Et a fortiori au Congo, c'est un peu plus difficile. Mais j'ai rencontré ce jeune qui peut le faire, donc je me dis qu'on peut le faire. Mais maintenant, il faut aller vers les gens, il faut s'adapter à l'environnement. Il m'a dit par exemple que lui, enfin, ils font des émissions, ils vont dans les bars, ils vont rencontrer les gens où ils sont. Les gens peuvent payer 10 000 francs, 20 000 francs pour la boisson. Oui. Alors lui, il peut emmener un livre à 8 000 francs et il essaie de vendre. Voilà. Mais c'est difficile quand même. Les gens qui essaient de faire ça, c'est pas la peine. Comme je dis, pour moi, la littérature reste une passion, un rêve.
c'est pas comme la musique, hein, où on peut percer si ça attire les gens. Mais pour la littérature, c'est avant tout une passion, le partager avec d'autres, mais gagner de l'argent en écrivant, à moins d'avoir une histoire, ça j'ai lu quelque part, hein, une histoire hors du commun, comme par exemple je raconte une biographie, j'ai tué je ne sais pas qui, et je le raconte, et là ça capte l'attention. Mais il y a aussi le problème que les gens n'ont pas les moyens pour acheter un livre. Moi, par exemple, je suis obligée de vendre ce livre à 20 $. 20 $. Oui, il coûte 14 €. Oui. Je l'achète moi-même, parce que c'est un compte d'auteur, je l'achète. Je l'envoie, parce qu'il est publié à Paris, je l'envoie à Bruxelles en famille. J'envoie de l'argent pour qu'il me l'envoie à Kinshasa. Donc, vous voyez un peu, donc je perds. Mais même 20 $ pour moi, c'est trop. C'est trop, mais je suis obligée de le faire. Voilà, et les gens n'ont pas les moyens non plus d'acheter des livres. Donc, comment voulez-vous devenir riche en écrivant? Ça ne marchera pas, je pense pas. Même celui-là, il vit du livre, mais il n'est pas riche. Hein. Il vit du livre, il arrive à s'en sortir, mais il n'est pas riche. Et pourtant, sous d'autres cieux, on trouve des gens qui vivent tout à fait de leur plume, oui, et qui gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, voilà. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont vraiment pas nombreux. C'est comme je vous l'ai dit, hein, ils reçoivent des milliers de manuscrits. Alors, je ne sais pas comment ils font. Mais par exemple, c'est la dame qui a écrit tout ce qui est Harry Potter, ils en font des films et ces livres sont vendus à des millions d'exemplaires. C'est les gens à compter sur les bouts des doigts, ils ne sont pas nombreux. Et je pense que la politique du livre, elle est différente ailleurs qu'ici. Je sais que, d'après ce que je sais, les écrivains en Occident, ils sont accompagnés par les maisons d'édition. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on doit tout faire soi-même, même si on publie localement. On doit vraiment tout faire soi-même. Les maisons d'édition n'accompagnent pas toujours. Il y en a qui accompagnent, mais pas toujours. J'ai rencontré des maisons d'édition locales, mais qui se spécialisaient plus dans la publication, dans l'édition des manuels scolaires. Oui. Parce que ça les donne. gens sont obligés d'acheter. Mais les romans, vraiment, on regarde, les romans, on ne sait même pas si on aura 100 ou 300 ou 500 personnes. Déjà, si on a 500 acheteurs, c'est un miracle. Mais bon, on n'a pas de politique de suivi et tout. Bon, on attend que les choses se mettent en place tout doucement. Quel regard portez-vous sur la littérature congolaise au féminin? Elle est très riche, elle est très variée. Je ne la connaissais pas, mais je la découvre au jour le jour. Je l'ai découverte chaque fois qu'il y a des activités littéraires, des émissions littéraires. Je découvre une littérature féminine variée, mais très riche. Et je pense que nous pouvons en être fiers. Elle est très riche et variée. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Vous pouvez nous citer quelques noms? Bon, il y a Yolande, bien sûr. Il y a Bettine Kazadi, il fait des poèmes. J'ai rencontré Karine Mukanda. Oui. Je l'ai rencontrée. Elle a écrit un livre sur le pachyderme national. Oui. Mais c'est un livre très fort sur la vie sociale, mais aussi comment les politiques, dérangent un peu. Mais il y a Karine Mukanda, il y a Ange Kassongo, qui a écrit son récit sur... Elle vient d'arriver, mais elle a écrit un récit quand même magnifique sur le pachyderme, sur les femmes de Pakadjouma. Oui. Et j'ai rencontré une dame, je ne sais pas, Elisabeth Moya Tolande. Alors elle n'écrit plus, mais elle est là dans le monde de la littérature. J'ai participé à une activité avec elle, mais c'est une femme magnifique. Elle est pleine d'humour aussi, et vraiment une femme magnifique, mais elle ne publie plus. Je crois que ses derniers romans datent de 1977. Mais elle nous a lu quelques extraits, mais c'est des livres, c'est des extraits, c'est des poèmes très puissants. Bon, elle dit qu'elle a encore quelques textes, donc elle a été encouragée à les publier. Donc voilà, c'est quelques femmes prises comme ça dans le tas. Mais c'est vrai que je n'en ai pas cité 10, mais les femmes sont là. Je vois ici Marie-Louise Mumbu, que je ne connaissais vraiment pas. Donc voilà, je vais essayer de lire, parce que moi je m'intéresse de plus en plus à la littérature congolaise. Et chaque fois que je vois... le livre d'une femme congolaise qui écrit, je suis emportée, je me dis, il faut que je sache qu'est-ce qu'elle écrit, découvrir ce qu'elle écrit. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler de femmes. Il y a justement Léon Tolstoï, un écrivain russe.
qui s'adressait aux femmes en disant « Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains les saluts du monde. Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains les saluts du monde. » Un commentaire à faire là-dessus? On pouvait avoir tenu le salut du monde à un moment, mais maintenant il n'est plus entre nos mains. Hein. On subit en fait. On subit, oui. Je pense que les femmes, nous subissons le dictat des hommes encore. On se laisse faire, on doit se battre encore pour des droits élémentaires. Et donc, je ne sais pas si les hommes pensent que si on nous laisse, je ne parlerai pas de droits, mais les besoins élémentaires, si on nous les accorde, on va arranger. Mais je pense que je ne sais pas si les femmes pourront arriver un jour à diriger vraiment majoritairement ce pays. Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi vous êtes si pessimiste que ça? C'est comme je dis, c'est des besoins, des droits qu'on arrache difficilement aux hommes. Les femmes, nous subissons trop, nous subissons. C'est pas gagné. Vous devez vous battre, non? Justement, les femmes se battent. Voilà. Pourquoi on doit se battre? Les femmes se battent, elles se battent. Mais pourquoi devrions-nous nous battre pour des besoins élémentaires? On doit nous laisser la parole. La première question, c'était que si une femme qui se lance dans le savoir, dans la littérature devient suspecte, pourquoi ça devrait être suspect? Au départ, ce sont les hommes qui s'adonnaient à ce genre d'activité. Non, moi, je ne sais pas. J'écris pas parce qu'un homme écrit, mais j'écris parce que c'est comme je dis, l'écriture, ça vient d'abord de l'intérieur d'une personne, et ensuite c'est un besoin de mettre ça par écrit. Et c'est pas venu parce qu'il y avait les hommes. Non, j'ai dit j'ai un besoin. Heureusement pour nous, on a grandi sous Mobutu. Les femmes, je ne sais pas, c'était déjà quand même en place, qu'on avait une condition féminine et famille et tout, donc on n'est pas brimés, nous ne sommes pas brimés, mais il y a encore des combats à mener. J'ai appris qu'il y a encore des endroits au Congo où les filles ne sont pas envoyées à l'école, mais plutôt les garçons. Pourquoi on devrait avoir à lutter pour que la fille aille à l'école? C'est pas normal. Donc moi je me dis, le salut de l'humanité, peut-être, oui, je ne sais pas, parce qu'on ne s'est pas encore retrouvé dans une situation où c'est la femme qui dirige de manière majoritaire, mais je dis que nous nous battons trop et nous devons encore nous battre, continuer à nous battre. Je suis sur un groupe, je ne sais pas si je peux le dire, je suis sur un groupe de discussion où un jeune disait que voilà, sa mère, je sais pas, au village, elle ne sait rien, parce que maintenant c'est le mois de mars, donc on va donner les droits de la femme, droits de la femme. Sa mère ne sait rien de ces droits-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors on nous envoie une photo d'une dame avec un fagot de bois sur la tête, je ne sais pas où. Moi j'ai dit oui, mais bon, il faut quand même... Elle ne sait pas, mais il y a quand même des femmes qui se battent pour qu'elles puissent mener une autre vie que celle-là. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la femme ait des enfants sur son dos, des fagots de bois sur sa tête, aller chercher, je ne sais pas de quoi manger, c'est pas normal, mais ce n'est pas elle qui va faire changer les choses. Ce sont des femmes qui sont ici, les quelques femmes qui sont ici au pouvoir ou dans la société civile, qui vont faire changer les choses pour elle, pour qu'elle ait une vie meilleure. Donc c'est un peu ça. C'est dommage qu'on ait encore à se battre, mais ce n'est pas qu'ici, hein. Même en Occident, les femmes continuent à se battre pour leurs droits. Et moi je dis que dans un tel monde, c'est quand même dommage. Donc, un message adressé aux femmes. Ce mois dédié à la femme. Bon, courage. C'est juste courage. La lutte continue. C'est tout. C'est pas fini, c'est pas encore fini. La lutte continue. Les femmes, moi j'admire beaucoup les femmes congolaises, les jeunes filles congolaises, les femmes, parce qu'elles se battent. Hein, elles se battent vraiment pour s'en sortir. Alors chacune à sa manière. Oui. Il y en a qui le font vraiment, peut-être de manière où moi je n'aurais pas pu le faire. Mais chacune se bat à sa manière pour s'en sortir, et surtout les femmes qui font vivre leur foyer. On a beaucoup de... Moi, j'ai grandi dans un environnement où les gens à la fonction publique n'étaient pas payés, oui. Et c'était les femmes qui tenaient les familles. Donc, il fallait tout faire pour avoir à manger à la maison. Et donc, c'était les femmes qui se retrouvaient à vendre et tout, qui vendent et qui font tenir les familles. Donc, moi, c'est à ces femmes-là que je m'adresse. Je dis, bon, c'est dommage, mais bon... je les admire, je ne peux que leur adresser mon admiration. Là, nous sommes presque à la fin de notre émission.
Mais avant qu'on puisse vraiment atterrir, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission, Belles Lettres? Alors, vraiment, je remercie infiniment l'émission Belles Lettres de m'avoir invité. Pour moi, c'est vraiment un honneur qu'on m'ait invité pour que je puisse m'exprimer sur le livre, la littérature, la femme, mais aussi parce que ce sont des émissions comme Belles Lettres qui font vivre la culture dans ce pays, qui font vivre la littérature, qui font vivre le livre durant toute l'année. Sans vous, les gens n'auraient aucune conscience de ce qui existe dans le monde de la culture, en dehors de la musique, en dehors des théâtres de chez nous, des comédies. Mais voilà, moi vraiment, c'est un grand merci. Et puis, je ne peux que vous encourager à continuer, à ne pas lâcher. Je sais que c'est difficile, mais bon, à ne pas lâcher. C'est vraiment noble ce que vous faites pour le livre et la littérature au Congo. Donc, un grand merci à vous. C'est à nous de vous remercier pour votre disponibilité. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.